Bonjour. Finance d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. On continue la lecture et après avoir vu ce qu'on appelle la théorie comptable de façon générale et surtout les points complexes des comptes financiers, on a consacré tout un chapitre à l'état de flux de trésorerie et à l'état de résultat et les relations qui existent entre ces deux états. Et la philosophie de ce livre, c'est pas de présenter un cours de comptabilité ou un cours de finance, c'est qu'est-ce qu'on tire, les relations entre les concepts et les résultats des analyses, comment l'analyste financier, le directeur financier tire des conclusions afin de faire des décisions et d'orienter les investisseurs à améliorer la valeur de l'entreprise. C'est ça l'objectif, la valeur de l'entreprise. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour continuer les vidéos. Donc, chapitre 5, avant d'avancer et d'aborder surtout les chapitres qui concernent le passage des revenus au flux de trésorerie, des chapitres qui concernent l'introduction à l'analyse financière et au diagnostic financier, des chapitres qui concernent les analyses financières, c'est des chapitres très techniques, 5 chapitres, 6 chapitres, 7 chapitres peut-être, qui concernent l'analyse financière. Avant d'avancer, il faut comprendre et il faut introduire le concept de compte consolidé parce que l'analyste financier peut être confronté ou même un directeur financier peut travailler au sein d'un groupe et il peut être amené à faire des consolidations de comptes, à mettre tous les comptes et tous les états financiers du groupe dans un seul état. C'est ça. Les comptes consolidés. Les comptes consolidés ont pour objet de présenter la situation financière d'un groupe de sociétés comme si elle formait une seule et même entité. Ce chapitre traite des aspects fondamentaux de la consolidation qui doivent être compris par une personne intéressée par la finance d'entreprise. Une analyse des documents comptables de chaque société appartenant à un groupe ne constitue pas un guide très précis ou utile de la santé économique de l'ensemble du groupe. Les comptes d'une société ne reflètent les autres sociétés qu'elle contrôle qu'à travers la valeur comptable de ses participations, évaluer ou déprécier le cas échéant et l'importance des dividendes qu'elle reçoit. Les comptes consolidés ont pour objet de présenter la situation financière d'un groupe de sociétés comme si elle formait une seule et même entité. Méthode de consolidation. Toute entreprise qui contrôle exclusivement d'autres sociétés ou qui exerce une influence notable sur celle-ci doit établir des comptes consolidés et un rapport de gestion pour le groupe. Les comptes consolidés doivent être certifiés par les commissaires aux comptes et accompagnés du rapport de gestion du groupe, mis à la disposition des actionnaires, créanciers et de toute autre personne ayant un intérêt dans la société. Les sociétés à intégrer dans l'établissement des comptes consolidés forment ce qu'on appelle le périmètre de consolidation. Le périmètre de consolidation comprend la société mère, les sociétés dans lesquelles la société mère exerce une influence notable. Le principe de base de la consolidation consiste à remplacer le coût historique de l'investissement de la société mère dans l'entreprise consolidée ou filiale par ses actifs, ses passifs et ses capitaux propres.
Deux méthodes de consolidation sont utilisées selon l'importance du contrôle ou de l'influence de la société mère sur sa filiale, la méthode de la consolidation complète et la méthode de la mise en équivalence. Voilà, la consolidation, c'est de mettre plusieurs bilans, plusieurs états de résultats et euh, états de flux de trésorerie ensemble, les intégrer ensemble et les mettre dans un seul et unique état financier. C'est ça. Pour faire cela, la société qui présente des états financiers consolidés doit participer dans d'autres sociétés, doit être une société mère. Et il y a deux méthodes. La consolidation intégrale, si la société détient plus que 50% des actions dans notre société, et la méthode de mise à équivalence dans le cas contraire. À consolidation intégrale, les comptes d'une filiale sont consolidés par intégration globale si celle-ci est contrôlée par sa mère. Le contrôle est défini comme la capacité à orienter les politiques stratégiques de financement et d'exploitation d'une entité afin d'accéder aux avantages. Elle est présumée exister lorsque la société mère détient directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote de sa filiale, détient directement ou indirectement moins de 50% des droits de vote, mais détient plus de 50% des droits de vote en vertu d'un accord avec d'autres investisseurs, a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de la filiale en vertu d'une loi ou d'un accord, a le pouvoir d'exprimer la majorité des voix aux réunions du conseil d'administration ou a le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil. Le critère de contrôle exclusif est l'élément clé en normes IFRS. Elle peut englober des sociétés dans lesquelles seule une minorité est détenue, voire pas du tout d'actions, à condition que la filiale soit réputée être contrôlée par la société mère. Comme son nom l'indique, l'intégration globale consiste à transférer tous les actifs, passifs et capitaux propres de la filiale au bilan de la société mère et tous les revenus et charges au compte de résultat de la société mère. Les actifs, passifs et capitaux propres remplacent ainsi les placements détenus par la société mère qui disparaissent donc de son bilan. Cela dit, lorsque la filiale n'est pas contrôlée exclusivement par la société mère, les créances des autres actionnaires minoritaires sur les capitaux propres et le résultat net de la filiale doivent également figurer au bilan et au compte de résultats consolidés du groupe. En supposant qu'il n'y a pas de différence entre la valeur comptable de l'investissement de la société mère dans la filiale et la part de la valeur comptable des capitaux propres de la filiale, la consolidation intégrale fonctionne comme suit. Au bilan, les actifs et passifs de la filiale sont ajoutés poste par poste au bilan de la société mère. Le montant de coût historique des actions de la filiale consolidée détenue par la société mère est éliminé du bilan de la société mère et le même montant est déduit des réserves de la société mère. Les capitaux propres de la filiale, y compris le résultat net, sont alors ajoutés aux capitaux propres de la société mère, puis répartis entre les intérêts de la société mère, ajoutés à ces réserves et ceux des actionnaires minoritaires de la filiale, si la société mère ne détient pas 100% du capital, qui vient s'ajouter à une ligne spéciale intérêt minoritaire en dessous du poste de capitaux propres de la société mère. C'est simple, l'intégration. Donc la consolidation intégrale, c'est de transférer les biens actifs et passifs de la société, de la filiale, dans les comptes de la société mère, si la société mère détient 100% du capital de la filiale, en éliminant la participation du bilan et en transférant les actifs et passifs. Par contre, si elle détient moins que 100%, il faut intégrer une rubrique. S'il détient par exemple 90%, il faut retrancher ces 10% et les mettre dans les capitaux propres au nom des actionnaires, des autres actionnaires qui ne sont pas la société mère et
en inscrivant ces, ce pourcentage-là dans un compte qui s'appelle intérêt minoritaire. Les intérêts minoritaires, ce n'est pas les intérêts majoritaires, c'est parce que c'est la société, cette société mère qui consolide la filiale, c'est elle qui détient la majorité, et les autres, c'est des intérêts minoritaires, c'est des actionnaires qu'elle ne connaît pas, peut-être, qu'elle ne connaît pas, donc elle doit réserver leurs droits à part. Au compte de résultat, tous les produits et charges de la filiale sont ajoutés poste par poste au compte de résultat de la société mère. Le résultat net de la société mère se décompose alors en la part attribuable à la société mère qui s'ajoute au résultat net de la société mère, tant au compte de résultat qu'au bilan, pour créer la ligne résultat net attribuable aux actionnaires ou résultat net part du groupe. La part revenant au tiers investisseur qui figure sur une ligne distincte du compte de résultat sous la rubrique intérêts minoritaires. Les intérêts minoritaires représentent la part revenant aux actionnaires minoritaires dans les capitaux propres et le résultat net des filiales intégrées globalement. Du point de vue de la solvabilité, les intérêts minoritaires représentent bien les capitaux propres, mais d'un point de vue valorisation, ils n'apportent aucune valeur au groupe, puisque les intérêts minoritaires représentent les capitaux propres et le résultat net attribuable aux tiers et non aux actionnaires de la société mère. Exemple d'illustration. Supposons que ABC est une société qui détient 80% du capital de la société XYZ. Le bilan des deux sociétés se présente comme suit. Voilà un exemple. Donc, la société mère, total de bilan 100. Elle a des titres de participation, des titres de la société XYZ de 20, qui représentent 80%. Donc, le 4/5e, 80%, c'est le 4/5e. Donc, si on 4/5e, c'est 5, 5 fois, donc 5 fois 5, ça fait 25. Donc, le capital de la société filiale, il sera de 25. Elle a autre actif de 20, de 80, ses capitaux propres 70, ses dettes 30. C'est le bilan de la société mère. La filiale, donc, elle a 30 actifs. Comme on a dit, ses capitaux propres, c'est 25 et ses dettes, c'est 5. Cette société, la première, ABC, donc, maintenant va intégrer au 31-12 le bilan de la filiale dans son bilan. Comment elle va opérer? Voilà. Titres de participation sur X, Y, Z vont disparaître. 20 moins 20, 0. Et elle va prendre les actifs de la société, de la filiale. Elle va les réintégrer. Actifs 80 plus 30, ça fait 110. Ça, dans le total des actifs. De l'autre côté, capitaux propres et passifs, part du groupe, c'est 70, bien sûr, son capital, plus moins 20, elle doit retrancher les titres de participation, puisqu'elle les a retranchés de l'actif, elle doit les retrancher du passif, plus 25, les capitaux propres de la filiale, fois 80%. Et ça nous donne 70. Intérêt minoritaire, c'est 25 fois 20, parce que la société, cette société ne détient pas 100%, elle détient 80%. Les 20% doivent être inscrits dans un compte à part appelé intérêt minoritaire, c'est 25 fois 20% est égal à 5. Et les dettes s'augmentent de 5, 30 plus 5, 35. Donc on a 70 plus 5, 75, plus 35, ça fait 110. Total actif est égal total passif. La méthode de mise en équivalence. La deuxième méthode
donc de consolidation, la méthode de mise en équivalence. Lorsque la société mère exerce une influence notable sur la politique opérationnelle et financière de son entreprise associée, cette dernière est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. L'influence notable sur la politique opérationnelle et financière d'une société est présumée lorsque la société mère détient directement ou indirectement au moins 20% des droits de vote. L'influence notable peut se traduire par une participation aux organes de direction et de surveillance, une participation aux décisions stratégiques, l'existence de liens interentreprises importants, des échanges de cadres et une relation de dépendance technique. La plupart des sociétés qui étaient consolidées par intégration proportionnelle sont désormais consolidées par mise en équivalence, l'ancienne méthode étant interdite par les normes IFRS. La mise en équivalence consiste à remplacer la valeur comptable des actions détenues dans une entreprise associée, également appelée société mise en équivalence ou entreprise associée, par la partie correspondante des capitaux propres de l'entreprise associée, y compris le résultat net. Cette méthode est purement financière. Les investissements et le résultat global du groupe sont ainsi réévalués annuellement. Ainsi, l'IASP considère la mise en équivalence plus comme une méthode d'évaluation que comme une méthode de consolidation. D'un point de vue technique, la mise en équivalence se déroule comme suit. Le montant du coût historique des actions détenues dans l'entreprise associée est soustrait des investissements de la société mère est remplacé par la quote-part revenant à la société mère dans les capitaux propres de l'entreprise associée, y compris le résultat net de l'exercice. La valeur comptable des parts de l'associé est soustraite des réserves de la société mère auxquelles s'ajoute la quote-part dans les capitaux propres de l'associé, à l'exclusion du résultat de l'associé attribuable à la société mère. La part du résultat net de l'entreprise associée attribuable à la société mère est ajoutée à son résultat net au bilan et au compte de résultat. Les participations dans les entreprises associées qui sont incluses dans les immobilisations représentent la part revenant à la société mère dans les capitaux propres des entreprises associées. Voilà donc ici la méthode de mise en équivalence. Cette méthode, c'est la méthode préconisée par l'IFRS et toute la philosophie du livre. Ici, même si en Tunisie, l'IFRS n'est pas encore applicable, mais dans le futur, il le sera certainement. Donc, c'est tous les aspects comptables, c'est conforme aux normes IFRS. Donc, c'est un livre futuriste. C'est un engagement qu'on a fait pour les normes comptables appliquées à l'information financière, c'est selon les normes IFRS et les normes IFRS. Donc, la consolidation par mise en équivalence n'est autorisée que si l'entreprise mère détient plus au moins 20% du capital de la société associée. Ici, elle ne s'appelle pas filiale, c'est une société associée ou société mise en équivalence. La mise en équivalence conduit donc chaque année à augmenter la valeur comptable de la participation au bilan consolidé d'un montant égal à sa quote-part dans le résultat net transféré en réserve par l'entreprise associée. Cependant, du point de vue de la solvabilité, cette méthode ne fournit aucune indication sur l'exposition au risque et les engagements du groupe vis-à-vis de son associé. L'implication est que l'exposition au risque du groupe est limitée à la valeur de sa participation. La méthode de la mise en équivalence est plus une méthode de réévaluation de certaines participations qu'une véritable forme de consolidation. Pour illustrer la méthode de la mise en équivalence, considérons le même exemple, mais cette fois basé sur l'hypothèse que la société mère détient 20% de son entreprise associée. Les bilans d'origine sont les suivants. Donc voilà, le même exemple. Titre de
de participation, cette fois 25, le 1 cinquième, 20%. Donc, 20% fois 25, ça fait 5, ou 25 divisé par 5, ça fait 5. Autre actif, 95, capitaux propres, 70, dette, 30. Le bilan de la société associée, actif 30, capitaux propres 25, dette 5. Donc, le bilan consolidé de la société mère se présentera comme suit. Donc, titre de participation, on va le retrancher. Donc, on va le retrancher. Donc, 5 plus 5, moins 5. Donc, ça fait 5 moins 5, ça fait 0. Plus 25 fois 25 est égal à 6,25. Donc, ça fait 95. Part du groupe, capitaux propres, part du groupe 70 moins 5. 70 moins 5, il faut retrancher les 5. Plus 25 fois 25, ça fait 71, 25. Plus 30, ça fait donc 101, 25. Et à l'actif, 95. Plus 6,25, ça fait 101, 25. Les comptes de résultats d'origine sont les suivants. Donc, société ABC, vente nette 98, coût total 88, résultat net 10. Société XY ou société associée, vente nette 50, coût total 45, résultat net 5. On va consolider l'état de résultat de cette manière-là. Donc, vente nette, donc 98, coût total 88, intérêt minoritaire 1, 5 fois 20, 1. Résultat net 10, 10 plus 5 fois 20. Voilà. Donc, on a notre résultat net. Donc, il a augmenté de 1. Merci pour votre attention et bonne journée.